Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la Libre Antenne, c'est la saison 2. Donc bonsoir à tous les métanautes connectés sur le chat. Vous êtes nombreux, comme d'habitude. Voilà, un grand bonjour à vous. Donc ce soir, on accueille Jean Duchazot. Bonsoir Jean. Bonsoir, c'est pas. Donc une émission spéciale qu'on a. Jean, vous étiez déjà venu, hein, il faut le dire, hein, dans la Libre Antenne. Donc pour nous parler un peu de nos glandes, d'ailleurs, on avait titré ces glandes qui nous gouvernent. Ce n'est pas un pamphlet politique, attention. Et ce n'est pas du tout un pamphlet politique. Hein. On va pas le plus parler d'endocrinologie. Hein. Et donc, ce soir, on va parler du sommeil et des rêves. Mais ça a tout à fait un rapport, évidemment, avec l'endocrinologie. Évidemment. Et ça, alors, pour ceux qui veulent évidemment revoir la vidéo, elle est en ligne pour expliquer un peu, parce qu'on va pas réexpliquer toute l'endocrinologie comme on l'avait fait la dernière fois, mais on pourrait quand même un peu, on va dire quand même poser les bases pour que tout le monde puisse comprendre, parce que certainement tous ceux qui n'ont pas vu les missions précédentes ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est que ces glandes, comment ça fonctionne un petit peu. Voilà. Alors, en fait, il faut présenter ce que j'ai nommé il y a déjà longtemps, l'endocrinopsychologie. C'est une discipline nouvelle qui se fonde sur les travaux d'un médecin français, Dr Jean Gauthier de Bordeaux, qui m'a laissé ses travaux, que j'ai connus autrefois, qui m'a d'ailleurs aidé à dominer une difficulté, un déséquilibre glandulaire qui s'approchait, qui s'apparentait à l'hyperthyroïdie de base d'eau. C'est mon histoire, mais lui a eu une histoire aussi, puisqu'il est né hypothyroïdien congénital. Pardon. Donc, cette endocrinopsychologie a une base. La base, c'est d'abord une base historique par celui qui l'a créée, Dr Jean Gauthier, et ensuite son continuateur que je suis, qui a nommé ce contenu qu'il m'a laissé, que j'ai nommé endocrinopsychologie, parce que c'est une psychologie, c'est-à-dire une étude, une approche de la psyché humaine, donc de l'âme humaine, mais qui se fonde tout de même sur l'équilibre endocrinien. Donc les glandes sont partie prenante totalement de ce que nous sommes sur le plan psychologique et intellectuel. C'est ce qui constitue la nouveauté de cette approche. Parce que jusqu'à présent, la psychologie, bon, non, on ne va pas en parler, c'est étudié dans les universités. Qu'est-ce que c'est que la psychologie ? C'est-à-dire le logos, c'est-à-dire le discours sur la psyché, c'est-à-dire sur l'âme humaine. Si on n'a pas de base tangible et matérielle sans lesquelles on ne peut pas faire de science, puisque la science s'appuie sur le matériel, il n'y a pas de science de l'esprit. Par conséquent, la psychologie se veut une science, mais ce n'est pas possible, c'est autre chose. L'endocrinologie va nous permettre de faire que cette psyché, cette psychologie, va s'appuyer sur des fonctionnements tangibles. L'endocrinologie. Mais ce n'est pas une endocrinologie telle que les médecins l'apprennent dans la fac de médecine. C'est une endocrinologie, c'est-à-dire une étude des glandes endocrines, certainement, mais en rapport extrêmement étroit avec notre psyché. Autrement dit, quand je pense, ou j'aime, ou je veux, ou j'exerce n'importe quelle faculté supérieure, je ne peux le faire, et c'est ce qu'on peut-être on explicitera un peu, que par l'intermédiaire, je dirais par l'instrument qui est le corps, mais dans le corps ce sont les glandes. En fait, je ne peux pas exercer mes facultés sans que les glandes soient impliquées. C'est quand même très nouveau. Et par conséquent, on se sépare ici de ce que, disons, disent, en tout cas affirment, les neurosciences. Les neurosciences, qu'est-ce que c'est ? C'est une science physiologique qui pose un postulat que je dénonce complètement, qui est que dans le cerveau se trouve l'origine de nos facultés supérieures. Et je le dénonce complètement avec quelques approbations de certains philosophes par exemple, parce qu'il est impossible qu'on puisse imaginer une seule seconde que dans un organe, fût-il le cerveau, il y ait la base de nos facultés spirituelles. Si vous voulez, c'est un aspect philosophique, d'introduction, c'est qu'on ne peut pas penser une seconde sans se contredire que l'âme humaine, qui est spirituelle, l'âme humaine, c'est ce qui me permet de penser, d'aimer, de vouloir, de réfléchir, etc. Eh bien, qu'elle soit comme fondée
ou dont l'origine serait dans un organe qui serait comme le Deus ex machina ou le factotum, ou ce qu'on voulait, qui déterminerait ou qui serait l'agent premier de ma faculté supérieure. C'est impossible. Par conséquent, il faut laisser à l'âme sa liberté totale. Ce qui est choquant peut-être pour des gens qui sont versés dans les sciences, parce qu'on dit « je pense »,« je veux ». Eh bien, on veut, au nom d'une science peut-être mal comprise, se raccrocher à un organe, parce que dès lors qu'on constate qu'on a l'intelligence, ou la volonté, ou les émotions, on veut absolument les connecter à un organe, parce que seul un organe est capable d'être étudié, d'être expérimenté, pour aboutir, finalement, à essayer de confirmer ce postulat que tout se trouve dans le cerveau. Mais quand ils font les fameux électrocéphalogrammes, oui, d'accord. où ils disent que certaines zones du cerveau réagissent à certaines émotions, tout ça. Je réponds à cela. Tout ce qui est dans le cerveau peut répondre à des expérimentations. Par exemple, si on pique des électrodes dans certaines régions du cerveau chez un animal, puisque c'est chez l'animal surtout qu'on a fait ces expériences, on peut déclencher des mécanismes réactionnels. Par exemple, le sommeil ou la sexualité, des automatismes d'accouplement ou des émotions, etc. Et donc, cela, le fruit positif de cette expérimentation, fait conclure trop rapidement à ces scientifiques que nous avons là la preuve que cette zone du cerveau est impliquée dans ce comportement ou dans cette réaction. Mais le biais scientifique, c'est que ce n'est pas une preuve du tout. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les glandes qui sont premières dans la physiologie humaine. L'auteur Goutier l'a prouvé. Les glandes sont premières parce que d'abord, elles sont formées avant le système nerveux, et donc logiquement, on ne peut pas imaginer une seconde qu'un système qui est formé après le système nerveux, la myélinisation, la synaptogénèse, c'est formé après les glandes qui sont formées dès le 3e mois fœtal. Et on ne peut pas imaginer qu'un système qui est formé après serait dominant par rapport à un système qui est formé avant. C'est une contradiction. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la mémorisation, la mise en mémoire des adaptations, des émotions, des gestes, du langage, etc., ne peut se faire sans l'intervention de la glande thyroïde, car l'hormone thyroïdienne est un facteur de vitalité, d'oxydation cellulaire, et c'est elle qui est à l'origine de la mémoire. Alors ce n'est pas tellement reçu, c'est pas reçu du tout, ça pose un problème. Alors une preuve rapide, c'est que un mongolien, on appelle ça maintenant des trisomiques. Bon, les trisomiques ou les myxédémateux, ce sont des hypothyroïdiens congénitaux, n'ont aucune mémoire. Ils n'ont pas la capacité d'enregistrer en mémoire les moindres émotions qu'ils peuvent avoir, ils en ont très peu d'ailleurs, les adaptations minimum qu'ils peuvent avoir. Pourquoi minimum ? Parce que justement, leur adaptation glandulaire est tellement faible qu'ils ont peu de gestes, qu'ils ont peu d'émotions. Mais le peu qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'enregistrer en mémoire. Si on ajoute des extraits thyroïdiens, c'était le cas du docteur Jean Gauthier qui était hypothyroïdien, à forte dose, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on fait en sorte que ces gens, ces sujets, récupèrent la capacité de mémorisation. Ça a été... c'est complètement vrai. Complètement constaté. C'est une constatation qui est très tangible, qui est connue, mais assez oubliée à vrai dire. Parce que vous savez, la science, même la science de l'homme, la connaissance de l'homme, eh bien, ça épouse un peu les modes de pensée des sciences de la matière, qui sont un peu ce qu'on appelle la polémique de la science, c'est-à-dire quelque chose est vrai pendant 50 ans, ou 30 ans, ou peu importe, et puis un beau jour, on découvre d'autres vérités. Alors on dit, on s'est trompé, on a pensé ça pendant X années, et maintenant on considère que ce n'est plus vrai, c'est telle hypothèse qu'il faut vérifier, mais qui semble être vraie, parce qu'on a quelques faits qui le montrent, etc. Or, en sciences de l'homme, c'est très difficile de dire ça, parce que ce qui est acquis comme vérité un jour, par exemple la fonction glycogénique du foie, c'est Claude Bernard, 1850-60. Est-ce qu'on va pouvoir dire, maintenant c'est plus vrai, ce n'est plus la même chose, on a découvert d'autres choses, c'est très difficile de dire ça, dans la mesure où la découverte est simple, ou n'importe quelle découverte, par exemple le rapport entre la mémorisation et la thyroïde,
Eh bien, ce qui est vrai il y a 70 ans reste vrai à l'heure actuelle. Mais quand même, le mode scientifique Mais vous dites que fait qu'on a oublié. Ans, on avait plus cette conscience justement de l'importance en fait de la glande thyroïde que maintenant. Eh bien, en quelque sorte, on était plus au point là-dessus. Maintenant, les laboratoires, les recherches moléculaires qui sont très poussées, à mon avis, ont tendance à nous faire oublier eh bien, ce que j'appelle le respect des échelles d'observation. Si on observe l'origine du sommeil, en guise d'introduction peut-être, par une investigation moléculaire au niveau des neurones du bas cerveau, attendez, on change d'échelle d'observation. Le sommeil, c'est un fonctionnement humain qu'on observe normalement en observant des dormeurs, en faisant des synthèses, en revoyant un dormeur dormir, ce qu'on a fait au début de la découverte du sommeil paradoxal. Bah oui, parce que alors le sommeil, pour justement bien mettre les pieds dans le plat, le préjugé populaire, c'est quand même se dire, on repose le cerveau. Moi, j'ai toujours entendu ça. Bah, alors bien sûr, voilà, j'ai pas fait d'études scientifiques, mais on va dire l'idée populaire, c'est qu'on nous explique, bon bah le sommeil, c'est le cerveau qui est en sommeil justement et qui a besoin de se régénère. Voilà. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. L'endocrinopsychologie est une science assez nouvelle qui est en lutte avec ces fameuses neurosciences. Donc je dis, l'endocrinopsychologie, en fait, c'est une contre-neuroscience. Alors je le dis dans quelques ouvrages, parce que la prémisse de départ des neurosciences, comme je viens de le dire, c'est que le cerveau est, comme je disais, le deus ex machina, où ce sans quoi il n'y a rien dans notre personne humaine, le cerveau est nécessaire dans toutes nos facultés, dans tout ce que nous sommes, même sur le plan fonctionnel du corps même. Le docteur Jean Gauthier ne dit pas ça du tout. Ce savant incroyable qu'était le docteur Jean Gauthier, d'un esprit d'observation extraordinaire, qui s'est transformé par toute une méthodologie, bon on ne va pas parler de lui pour l'instant, a pu montrer que cette façon de voir le cerveau comme étant le premier de la classe, au lieu de voir qu'il était un brillant second, ça nous a apporté, ça nous a amené à une méconnaissance fondamentale, on peut dire ça, de l'homme, de l'être humain dans ses fonctionnements. Surtout dans les relations entre le corps et l'âme, si vous voulez. Notion classique, le corps et l'âme, c'est plutôt un peu philosophique, mais enfin les psychologues, même certaines médecines parallèles sont très à cheval sur cette opposition, ou en tout cas la découverte des relations entre la psyché, donc l'âme humaine, si vous voulez, et le corps. Et ça, si on n'a pas la clé, on va être en très grande difficulté. Qu'est-ce que je dis rapidement? Je dis que l'âme humaine est libre, puisque c'est l'esprit. Le corps, lui, n'est pas libre, puisque ce sont des organes. Quelle est la relation? La relation est déjà une relation de dépendance entre le corps et l'esprit. Donc le corps, déjà, on s'achemine vers l'acceptation d'une notion qui nous font dire le corps est l'instrument de l'esprit. Parce qu'un instrument, c'est dépendant de celui qui l'utilise pour opérer une action. Donc, le corps dépend de l'esprit et le corps ne détermine pas nos facultés. Le cerveau, par exemple, qui est le corps, ne peut pas déterminer, ne peut pas recéler l'origine de nos facultés supérieures, déjà, dans ce raisonnement. Donc le corps est instrumental. Si ce n'est pas le cas, nous tombons dans un travers philosophique, dans une impossibilité philosophique. La philosophie, c'est quand même la découverte du vrai, quand même. Quelle est cette contradiction? Eh bien, c'est que le corps, si on lui attribue des éléments de liberté, le cerveau, mais ce n'est pas possible, tout simplement, sur le plan rationnel. Par conséquent, il faut laisser à l'esprit toutes ses prérogatives, toutes ses facultés, notamment celle de choisir. Et ce qui se passe, c'est que pour comprendre cette relation entre l'esprit qui choisit, qui veut, qui pense, etc., et le corps, mais par la clé glandulaire, sinon on ne va rien comprendre. La clé glandulaire, c'est le corps, ce sont les glandes. Mais les glandes sont en équilibre, voilà, comme une balance. Elles sont en équilibre et l'équilibre devient le moyen, devient le concept majeur qui va soutenir la liberté de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'analogie entre l'équilibre du corps et la liberté de l'esprit. C'est-à-dire que par l'étude des glandes endocrines, de toutes leurs qualités fonctionnelles,
ce que le docteur Gautier a exprimé, a démontré, que j'ai repris toutes les typologies glandulaires, tous les fonctionnements humains qui sont à base du glandulaire et des hormones. Eh bien, si donc nous avons cette approche, nous allons pouvoir facilement dire que l'âme reste libre, mais à la condition que l'équilibre glandulaire soit au rendez-vous. Il devient alors, cet équilibre glandulaire, le critère de nos aptitudes mentales. On arrive au rapport entre le corps et l'âme. Ces aptitudes mentales, elles sont d'autant plus efficaces que mon corps est comme un instrument en équilibre d'abord, efficace, harmonieux, adéquat à nos opérations. Le corps devient donc l'instrument parfait à ce moment-là de nos opérations mentales. Mais il n'est pas question de dire que le corps aurait une action quasiment causale sur nos opérations, c'est impossible. Donc le corps, laissons-le à sa place. Les glandes, le corps, je dis le corps, en fait, c'est l'équilibre glandulaire. Eh bien, cet équilibre va fonder notre capacité à rester libre. Car sinon, et je conclus si vous voulez l'introduction là, si ce n'est pas le cas, eh bien, nous sommes enfermés dans un corps, donc l'âme est prisonnière d'un corps qui est en déséquilibre, d'où beaucoup de difficultés comme la dépression. Si ce déséquilibre s'avère de plus en plus fortement, eh bien, finalement, nous rentrons en psychiatrie. Parce que le corps n'est plus capable d'être cet instrument parfait de nos opérations mentales. C'est pour ça que la folie, comme dit le docteur Gautier, c'est le déséquilibre absolu des glandes endocrines. Et le cerveau n'a rien à voir avec la maladie mentale. Je l'affirme, il y a un livre de 600 pages que j'ai pondu suite au docteur Gautier pour montrer cela. Et ça passionne les gens, parce que c'est une découverte qui est non seulement passionnante en elle-même, mais surtout qui s'oppose complètement à tout ce qu'on nous raconte depuis 150 ans. Et il y a des endocrinologues aujourd'hui qui vous soutiennent, qui sont... Non, pas du tout. Les endocrinologues, ce sont des médecins qui ont appris ça, d'accord, laissons-leur leur connaissance. Mais l'endocrinopsychologie, ce n'est pas l'endocrinologie. C'est une connaissance des glandes endocrines, mais en rapport étroit avec l'âme humaine. Alors, ça n'a rien à voir finalement. Si je dis ce qu'est une crise d'épilepsie, par exemple, en psychiatrie, on ne sait pas ce que c'est que l'épilepsie. Alors l'épilepsie, il y a une explication donnée, peut-être que ce n'est pas le lieu d'expliquer ça ici, mais qu'est-ce que c'est qu'une angoisse? Bon, en psychiatrie, ou alors la schizophrénie, on va décrire les symptômes, on appelle ça une nosologie, c'est-à-dire classement des maladies, ou une nosographie si vous voulez, nosos, ça veut dire classement. Donc on va décrire au maximum toutes ces maladies mentales, mais comme on ne connaît pas l'origine, ni les mécanismes d'un déséquilibre mental, et on ne peut le comprendre que par le déséquilibre glandulaire, eh bien on va se contenter des descriptions des maladies mentales, dont toutes les psychiatries sont remplies de descriptions, et on n'en a pas l'explication fondamentale. D'accord. Alors, il y a déjà pas mal de questions. On me demande effectivement, par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre la glande thyroïde et la glande pinéale? Parce alors ça passionne les gens, cette histoire. Bah oui, c'est pour ça, je suis obligé de poser le troisième cette question. œil, la glande pinéale. Voilà. Descartes, la glande pinéale. Bon, le docteur Gautier, pour dire vrai, n'a pas parlé de la glande pinéale, et j'ose penser, mais ça ne regarde que moi, que s'il n'en a pas parlé, ce génie incontestable qui était le docteur Jean Gautier, bon, une histoire, il faudrait faire sa biographie pour bien faire, eh bien, je pense qu'elle n'avait pas probablement le rôle si important qu'on le dit actuellement. Enfin, actuellement, il y a des travaux qui sont faits. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la pinéale a... Alors, le rapport, on va répondre à la question peut-être, mais le rapport, en tout cas, ce qu'on dit sur la pinéale, un rapport dans les phénomènes sexuels. Alors, de quelle sorte, faudrait voir, ça a été dit, ça a été affirmé. Aussi une action dans la gestion des difficultés par rapport au fuseau horaire. Vous voyez, quand on va en Argentine, par exemple, on a un décalage par rapport à, ou plus loin même, en Extrême-Orient, on est décalé parce que on arrive le matin alors qu'on a passé la nuit à dormir, on arrive même le soir. Alors, si vous voulez, il y a ce décalage qui est vraiment perturbant pour notre équilibre. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Quant au rapport entre thyroïde et glande pinéale, la glande thyroïde, c'est la glande de la vie, la glande de l'adaptation, de la sensibilité, de la vitalité, des émotions, de tout. Il n'y a rien sans la thyroïde. C'est une glande majeure et les Égyptiens la représentaient par un soleil qui dardait ses rayons devant le cou. Ça veut dire que probablement ils avaient une connaissance de quel ordre? Ésotérique ou quoi?
ils avaient Ah, il symbolisait la glande. la thyroïde, ici un soleil devant le cou. Et c'est très curieux. Comme s'il y avait là, ils le savaient, une énergie particulière à la base du cou. Alors, on va peut-être bifurquer sur ce qu'est le sommeil, ça serait peut-être intéressant. Oui, bah oui. Alors, est-ce que j'ai répondu rapport entre thyroïde Oui, bien sûr. Il y a, bien sûr, voilà, il y a pas tellement de rapport. On nous parle. Alors c'est vrai. J'en profite quand même pour rebondir sur une petite question que je vois, mais qui a un sens, parce que la glande thyroïde, elle est à quel niveau exactement? Elle est à la base du cou. À la base du cou ici. Oui, à peu près. juste un peu. Voilà, juste au-dessous du petit creux qui est ici. Voilà, en dessous du petit creux. Un peu au-dessus. Et c'est étonnant parce que voilà, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Jimmy qui dit, effectivement, au niveau de nos cartes d'identité, on y a placé une puce à cet endroit-là sur la Exactement. photo. Donc ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est bizarre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit cutter et puis détruire cette puce. Et retirer cette puce, ouais. Oui, parce que c'est pour le moins étrange, donc ils ont placé ça sur la thyroïde, tout en à fait. Ouais. C'est pas très très rassurant. Voilà. On me dit d'ailleurs, c'est vrai, est-ce qu'on pourrait contrôler quelqu'un à distance en agissant sur ses glandes? Oui. Ah oui, d'accord. Ce qui est grave, c'est ça, oui. Actuellement, le niveau de technologie par rapport aux ondes courtes et aux ondes électromagnétiques de très haute fréquence, c'est qu'on a des pouvoirs insoupçonnés. Et par conséquent, il faut être extrêmement prudent. Actuellement, évidemment, je ne suis pas spécialisé dans cette affaire, hein, mais comme tout le monde, j'ai quelques informations. Il faut parler. Les glandes, oui, ça va. Mais pour le reste, bon, je vais donner quelques idées rapides. C'est que on va vers des objets de plus en plus connectés. On va vers un monde totalement électromagnétique, malgré le danger que ça peut présenter quand les fréquences sont très très élevées. La méthode que j'ai, qui est à base de champs électromagnétiques, n'est pas dangereuse parce que c'est des ondes relativement basses en fréquence, bien que ce soit quand même classé comme des hautes fréquences, mais 1 ou 2 ou 3 MHz, ce n'est pas très élevé. Alors qu'un gigahertz, c'est très élevé, c'est 1 milliard d'hertz, c'est différent. Donc on est dans un monde où on va de plus en plus vers le contrôle des humains. Par conséquent, il faut être très prudent de notre côté pour essayer de gérer, autant que c'est possible, comment, je ne sais pas tout à fait, de gérer notre indépendance et non pas notre entrée dans une dépendance absolue de tous ceux qui vont nous manipuler. Voilà tout ce que je peux dire. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. D'accord. Ça répond à la question, je pense. Voilà. Et alors, rentrons dans la question des rêves, parce que de toute façon... Oula, on va un peu vite en besogne, parce qu'il faut parler d'abord du sommeil. Il faut parler du sommeil avant de parler des rêves. Voilà, le sommeil. Alors, le sommeil, vous venez de nous dire que, justement, ce n'est pas, comme on le pense, le cerveau qui se met, entre guillemets, comme une espèce de veille. Voilà. Ça, c'est les connaissances d'il y a 80 ans, plus, et puis jusqu'à Michel Jouvet, le grand spécialiste du sommeil en France, et puis quelques autres. Non. Il faut laisser ça. Vous voyez, ici, on a une tribune, c'est formidable, il y a liberté, très bien. Mais cette tribune est rare et difficile. Moi, j'ai envoyé mon bouquin sur le sommeil à plusieurs scientifiques en leur disant, laconiquement, en 3 mots, voici une autre manière de voir le sommeil. Si vous voulez bien me faire l'honneur de lire ce livre, point terminé. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. Je n'ai pas pas de discussion avec des gens qui sont totalement convaincus de leurs travaux, après tout. Et j'ai eu 2 réponses de gens sympathiques qui m'ont dit, écoutez, merci de votre envoi, je vais le lire, etc. Je n'ai jamais eu de réponse, bien entendu, sauf un Américain, qui est en fait un Français prix Nobel, qui est installé en Californie. Bon. Alors il m'a répondu, et là on a eu une discussion intéressante, mais il n'était pas tout à fait d'accord avec moi, bien entendu, mais il m'a dit, très ouvert que sont les Américains, même s'il est un Français, mais il est aux États-Unis, donc il a un peu adopté le mode américain. Il m'a dit, écoutez, vous devriez lire tel livre, voyez quand même le livre... tel livre de physiopsychologie a été traduit en français, vous pourriez aller voir, etc. Et puis, il a fini par la chute suivante, c'est qu'il m'a dit, écoutez, vous savez, il faut des faits, et dans votre livre, je n'en ai point trouvé. Alors c'est la chute. Attendez, j'ai répondu tout de suite. Attendez, monsieur le professeur, les faits, pour vous, voici la définition. C'est quelque chose qui s'étudie et qui se voit, qui s'aperçoit, à une échelle qui n'est absolument pas l'échelle humaine, qui est l'échelle microscopique, l'échelle moléculaire. Eh bien, étudier un phénomène humain en regardant avec le microscope électronique, je suis désolé, ce n'est pas un fait pour moi. Et dans la mesure où un fait, c'est à l'échelle humaine, une observation, un esprit de synthèse qui fait des rapprochements, qui essaye de comprendre
Mais en respectant cette échelle, là, nous avons des faits. Eh bien, mon bouquin en est complètement truffé. Je n'ai pas une réponse. Voilà. C'est pour dire. Ouais. Alors, pour le sommeil, qu'est-ce que le sommeil? Le cerveau n'est pas du tout l'agent du sommeil. Pourquoi déjà? Parce que le sommeil, c'est d'abord une adaptation. L'adaptation, c'est tout ce que nous faisons avec l'énergie que nous donnent nos endocrines, notre physiologie, et en regard de cette adaptation, nous avons les automatismes. Les automatismes, je vais vous dire, c'est comme si cette émission-là était en différé. Ceux qui vont écouter cette émission demain et les jours suivants, cette émission en différé. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant à l'instant, c'est une émission en direct. Ouais. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que en spontané, comme aujourd'hui, en direct, il y a une adaptation de ma part, il y a des réponses à des questions que vous pouvez me poser, nous n'avons pas préparé du tout l'émission, nous allons parler d'un sujet, je vais m'adapter, je vais répondre à des questions, je vais essayer de trouver dans mon fond personnel les réponses qu'il faut. Mais en différé, tout est déjà enregistré, nous savons tous les détails de l'émission, nous n'avons qu'à la repasser, et cette émission s'appelle une émission enregistrée. Eh bien, les automatismes, ce sont les enregistrements de toutes nos adaptations glandulaires. Donc, le sommeil n'échappe pas à cette adaptation. Car quand à la fin d'une journée on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Est-ce le cerveau? Non, mais c'est un automatisme. Les automatismes, ce n'est pas ça qui gère ni l'adaptation, ni le sommeil, ni rien. C'est tout simplement la glande vitale qu'est la thyroïde qui, s'étant dépensée toute une journée en faits et gestes, en émotions, en réflexions, en sensibilité, eh bien, finit par, le soir, accuser une fatigue fonctionnelle. Et on éprouve alors une sensation de fatigue d'abord, d'épuisement. Et qu'est-ce qui nous appelle à régénérer cette thyroïde? C'est le sommeil. C'est le sentiment que nous avons de devoir nous reposer absolument, de dormir, voilà. Et dans ce cas-là, nous perdons conscience. D'abord, nous perdons l'adaptation, nous perdons la sensibilité, nous perdons les émotions, nous perdons la conscience. Mais pour comprendre ce rapport entre le sommeil et la thyroïde, il faut essayer de comprendre ce qu'est l'état de veille. Parce que c'est bien joli de comprendre le sommeil. Mais d'abord, qu'est-ce que l'état de veille? Puisque le sommeil, c'est la perte de l'état de veille. Voilà un raisonnement naturel que je sache. Et non pas le cerveau, le cerveau, le cerveau. Eh bien, le sommeil, plutôt l'état de veille, pardon, c'est ce que je voulais dire. L'état de veille, c'est quoi? C'est l'activité tout simplement de la thyroïde. Quand on a fini le sommeil, auquel je vais revenir, on a fini de dormir. Le matin, le réveil sonne, il est 7 heures du matin, nous nous levons. Eh bien, cette activité, les muscles qui refonctionnent, la conscience qui revient, l'adaptation, la réflexion de ce qu'on doit faire aujourd'hui, la nécessité d'aller travailler, etc. Eh bien, ça veut dire que nous sommes repartis pour une journée d'adaptation. C'est-à-dire de conformité à la réalité, de conformité aux événements. Nous devons être conformes, nous devons nous adapter, nous devons répondre, nous devons téléphoner, nous devons penser, nous devons réfléchir. Cela fatigue la thyroïde. Donc je reviens au sommeil. Le soir, je disais, on retombe dans cette fatigue, on arrive le soir chez nous, chez soi, et on est fatigué. Eh bien, cette fatigue représente une atténuation plus ou moins importante de la thyroïde. Par ailleurs, on considère que le sommeil, c'est un peu une absence. Bon, c'est comme une mort apparente. C'est connu, on dit ça souvent, mort apparente. Par conséquent, on doit trouver déjà là que le sommeil étant une mort apparente, eh bien, l'état de veille, c'est une vie constante. La vie, c'est l'état de veille, si vous voulez, et c'est la thyroïde au travail, dans l'adaptation, et quand elle s'atténue, c'est le sommeil, donc la mort apparente. Autrement dit, la vie, c'est la thyroïde. C'est ce que je voulais dire. La vie, c'est la thyroïde. Le livre que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant s'intitule « La thyroïde, glande de la vie ». Et c'est pour cela
que lorsqu'elle s'arrête de fonctionner de façon soudaine, ben c'est la mort. L'auteur Jean Gauthier disait une chose extraordinaire, qui choqueront des gens qui m'écouteraient, qui seraient des scientifiques par exemple, c'est que contrairement à la pensée classique qui fait dire que quand on meurt subitement, il y a beaucoup de gens qui meurent subitement. Donc qu'est-ce que c'est que la mort subite? Je ne parle pas de la mort subite des nourrissons, c'est autre chose. Je parle de la mort subite, quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 60, peu importe, qui s'effondre et qui est mort. Gauthier disait, docteur Jean Gauthier, que c'est tout simplement l'arrêt de la glande de la vie. Pourquoi? Parce que cela arrive chez des gens qui se sont hyper fatigués. Des personnes qui ont été extrêmement forts dans la fatigue, dans les émotions, dans l'hyper-travail, dans les préoccupations, dans beaucoup de choses qui ont dépensé leur énergie vitale. Ces personnes ont des signes avant-coureurs. On appelle ça des prodromes. Lorsqu'on ne tient pas compte de ces prodromes, c'est dangereux. Toutes ces personnes ont eu des signes avant-coureurs. Je le sais parce que je me suis occupé un peu de ça. Et c'est quoi un signe avant-coureur? C'est quelqu'un qui, faisant beaucoup trop de travail, c'est s'éreintant, se préoccupant énormément, beaucoup trop de soucis. Le stress. Le stress, évidemment, c'est la notion majeure. Eh bien, ces personnes, à un moment donné, quel que soit l'âge, mais autour de 50 ans, quoi, mettons, peu importe, parce que ça peut arriver à 40 comme à 65, eh bien, ressentent un malaise. Par exemple, ils ne vont pas au travail et tout d'un coup, ils disent à leur femme, écoute, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas bien, écoute, appelle le médecin parce que, bon, reste au lit, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors aussitôt, on va invoquer le cœur. Oui. Et d'ailleurs, que disent, je vais trop vite, mais on va balayer un peu, qu'est-ce qu'on dit quand c'est la mort subite? On dit c'est une crise cardiaque ou une rupture d'anévrisme. Est-ce que c'est vrai? On parle d'un arrêt du cœur, oui. Arrêt du cœur. Arrêt du cœur. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non, c'est pas un arrêt du cœur. Docteur Jean Gauthier, Bordeaux. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est révolutionnaire. Les gens vont dire, qu'est-ce que c'est que ça? On révolutionne tout. Eh bien, Gauthier dit bien, il appelait dans une grande conférence cela la mort des hommes d'affaires. Parce que c'est souvent des gens qui ont un travail énorme, des préoccupations et des responsabilités très très importantes, qui peuvent faire les frais de cette mort subite, dans certains cas. Eh bien, cette mort subite, c'est l'arrêt blocage de cette dent de la vie. Les signes avant-coureurs, disais-je, ont été, parce que c'est obligatoire quasiment, il y a toujours des signes avant-coureurs, car on est toujours averti, il y a toujours une faiblesse qu'on peut ressentir. Mais voilà, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce que le médecin qu'on va consulter, le cardiologue qu'on va consulter, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, bon, écoutez, non, c'est pas très grave, bon, vous avez un petit peu de souffle au cœur, bon, non, écoutez, faites attention, mais écoutez, vous n'avez rien, enfin j'ai rien, ouf, j'ai eu très peur, bon, reposez-vous, 8 jours si vous voulez, je vous donne un arrêt de travail, et puis ce n'est rien. Et qu'est-ce que fait la personne alors? Très encouragée, elle continue à travailler, comme d'habitude, parce qu'elle n'est pas avertie qu'il faut faire extrêmement attention dorénavant à se protéger, à ne pas vivre au même rythme que précédemment. Donc, en quelque sorte, elle a un blanc-seing pour continuer à vivre comme d'habitude. 2 ans après, je dis n'importe quoi, ça peut être 1 an, ça peut être 3 ans, peu importe, rebelote, resigne, remalaise, avec des conséquences dans le bras gauche, car on dit que c'est le cœur, à ce moment-là, on va reconsulter, rebelote, écoutez, faites attention, il y a peut-être un petit risque d'infarctus, non, attention, bon, parfois d'ailleurs il y a des athéros, d'abord il faut faire une coronarographie, etc. Il peut y avoir le cœur qui est atteint. Mais le cœur c'est une conséquence, c'est pas une cause. Et puis, la 3e fois, par exemple, c'est la mort subite. C'est pour ça, des fois, il y a même des gens qui ont fait des infarctus et on a dit, ils ont un problème du cœur, puis le cardiologue leur dit, oui, je comprends pas, pourtant il a un bon cœur. Par exemple, oui. Ouais. Par conséquent, vous voyez, avec les travaux du Dr Gauthier, on a des réponses étonnantes à nombre de fonctionnements humains. Mais là, je vous en dis que quelques-uns seulement, mais, eh bien, pourquoi parlais-je du cœur, la mort subite? Eh bien, parce que la mort, si vous voulez, c'est l'arrêt de la thyroïde. La vie, c'est la thyroïde. Et il y a la mort apparente. La mort apparente, c'est la nécessité pour la thyroïde de se reposer. Et pour qu'elle se repose au maximum, il faut qu'elle arrête quasiment complètement, pas complètement, ce serait la mort, mais qu'elle arrête son fonctionnement diurne pendant plusieurs heures
afin qu'elle se régénère. Et elle se régénère lorsqu'elle est complètement au repos. Donc son parenchyme cellulaire, c'est-à-dire le contenu hormonal qui se fabrique au cours de la nuit, va remplir les cellules colloïdales de la thyroïde pour faire que nous allons au réveil recommencer une vie de veille. Voilà ce qu'est le sommeil, la régénérescence d'une glande de la vie qui est la thyroïde, et ce n'est pas les automatismes nerveux. Cependant, nous avons la nécessité d'enregistrer ces fonctionnements dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, le sommeil provient de la thyroïde et un peu de la surrénale. On dort plus, on dort plus étant très jeune, quand on vient de naître. Ouais. Ce sommeil qui se caractérise par une alternance entre la veille et le sommeil, veille-sommeil, mais chez le nourrisson, il y a très peu de veille finalement, il y a 23 heures de sommeil si vous voulez. Bon, il régénère sa thyroïde parce qu'il a besoin de grandir déjà, enfin ça va très vite, le métabolisme. Mais il y a peu à peu l'enregistrement de l'alternance veille-sommeil pour forger des automatismes. Parce que tous les fonctionnements énergétiques, c'est-à-dire glandulaires, surtout thyroïdiens d'ailleurs, tous ces fonctionnements, toute cette application des hormones thyroïdiennes à tous nos organes, qui les rendent vitaux, qui les rendent fonctionnels. Selon l'influence thyroïdienne, on a une influence sur par exemple les intestins, on a une facilité d'élimination, on peut avoir de la diarrhée chronique, ou bien le contraire, de la constipation. Ça, c'est encore la glande thyroïde qui gère cette activation donc des organes. Et bien donc, cette thyroïde est nécessaire à la régénérescence du corps, mais il faut, pour qu'elle se protège, qu'elle ait des automatismes, c'est-à-dire des enregistrements automatiques qui peuvent relayer les fonctionnements, ce qui se passe pendant le sommeil. Puisque la thyroïde est en état quasiment d'hibernation la nuit. Pour que les organes continuent de fonctionner alors que la glande vitale est en hypofonction, il y a le recours aux automatismes. C'est ainsi que le cœur se met à battre en ralentissant son fonctionnement, mais une sorte d'automatisme, le cœur bat plus lentement, automatiquement. C'est plus la thyroïde qui le fait battre, ce sont les automatismes neurothyroïdiens. Ainsi, l'élimination rénale, la fonction pancréatique, la fonction, même le cerveau, enfin, tous nos organes sont relayés par des automatismes. Et évidemment, si on va piquer dans le cerveau les automatismes du sommeil, on va déclencher le sommeil chez un animal. On va déclencher parce qu'on va titiller la zone d'enregistrement du fonctionnement hypnique. Et on va croire que c'est ça l'origine. Et j'ai dit que non. L'origine, c'est d'abord le glandulaire qui a mémorisé un tas de choses. Le cerveau, c'est la mémoire. Donc, le cerveau n'est pas le directif des opérations. Le cerveau, c'est ce qui est postérieur à la vitalité et au fonctionnement des organes et puis de nos facultés supérieures. Donc ça veut dire que alors ça expliquerait pourquoi, on va dire, chez un enfant qui a une suractivité, enfin une journée très active, justement, il a besoin d'un grand temps de repos pour sa glande. D'accord. Exactement. Un enfant est quelqu'un vers 8 ans, peu importe, 7 ans même, 12 ans, enfin à tout l'âge de la jeunesse, ce sont des enfants qui se sont dépensés en cris, en émotions, en jeux, etc. Eh bien, cette thyroïde, le soir, s'effondre de sommeil. C'est pour ça que le sommeil des enfants est très profond. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, à tous ces âges-là. Pour les réveiller, on a du mal. J'ai fait des expériences un peu sur mes enfants. Pour les réveiller, on mettait 4, 5, 6 secondes. Eh bien, ce sommeil est très profond et c'est l'origine d'ailleurs de l'énurésie.